Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ce matin au sein de la ferme des possibles. Madame la vice-présidente de la métropole du Grand Paris, chère Djeneba, j'excuse la conseillère municipale de Pierrefitte, Baraka, qui ne peut pas être parmi nous ce matin, mais on lui souhaite bon rétablissement. Mohamed, qui vient de nous quitter, le directeur général de Nova Edia, la directrice de Rebelle, chère Charlotte, qui est parmi nous. Voilà, non, qui n'est pas parmi nous, mais on l'excuse aussi. Et chère Patrice, maire de Gennevilliers, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Avant toute chose, je le disais sans son tout à l'heure, mais j'excuse l'absence de monsieur le maire de Stains, Dintabi, qui avait noté avec grand plaisir ce rendez-vous de ce matin, mais qui malheureusement, pour des raisons personnelles, doit se faire excuser. Il est retenu sur d'autres obligations. C'est un réel plaisir d'être à vos côtés ce matin et de vous accueillir ici au sein de la ferme des possibles. Ce n'est pas la première fois qu'on accueille la métropole du Grand Paris à Stains. On l'a fait dernièrement, notamment pour le projet Inventons la métropole du Grand Paris qu'on a inauguré il y a maintenant à peu près 2 ans, il n'y a pas très loin. On est vraiment dans un quartier qui est un cœur battant de la ville de Stains. Un cœur, ça a 4 valves. On est dans l'une des 4 valves ici sur ce secteur. Mais en tout cas, c'est un quartier qui se développe énormément avec des initiatives qui sont riches et on a toujours plaisir à vous accueillir en tant que partenaire parce que les projets sont nombreux et on apprécie à la fois l'écoute et tous les projets que l'on mène ensemble. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement Mohamed Niabali qui a dû nous quitter, d'avoir bien voulu nous accueillir aujourd'hui au sein de la ferme des possibles. C'est un lieu magnifique où parfois le temps a l'air un peu suspendu, à la fois par la beauté de cette ferme urbaine qui nous accueille, mais aussi par la beauté du projet qu'il abrite. Vous avez eu l'occasion ce matin de visiter les différents lieux et il vous a expliqué un petit peu dans le détail toute la politique et l'énergie qu'il déploie pour faire vivre ce lieu. Bien évidemment, remercier également la métropole du Grand Paris, son président Patrick Ollier qui ne pouvait pas être là parmi nous, mais je sais qu'il est en pensée, et ses élus pour l'organisation de ce grand rendez-vous de Grand Paris circulaire qui réunit maintenant depuis 2017 chaque année des acteurs de l'économie circulaire. On est à la 6e édition et on est ravis de faire partie de la réédition qui relance le présentiel avec cet itinéraire qui a commencé le 10 octobre dernier à Romainville et qui se terminera le 20 octobre prochain chez Ecoder dans le 18e arrondissement. L'économie circulaire, c'est aujourd'hui une facette incontournable du développement des territoires qui permet d'associer à la fois la préservation des ressources et des énergies, un développement économique des quartiers et la création d'emplois locaux. À Stains, le développement de l'économie circulaire prend toute sa place dans notre politique de développement de l'économie sociale et circulaire, puisqu'il lie à la fois les objectifs sociaux et environnementaux que l'on s'est fixés et un axe très très fort de notre démarche de transition écologique et de notre plan climat municipal. La dynamique locale autour de l'économie circulaire et de l'ESS s'inscrit dans celle qui est portée aussi par notre partenaire Plein Commune, avec qui nous travaillons étroitement, notamment pour accompagner les acteurs locaux autour de projets sur l'alimentation, qui est le débat de ce jour, la mobilité, le logement et bien d'autres sujets. D'ailleurs, monsieur le maire de Stains est également vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Plein Commune, ce qui représente quand même un symbole fort à la fois de notre engagement local et territorial. C'est par exemple tous les programmes que l'on porte en lien avec Plein Commune et les différents partenaires sur le secteur. On a aujourd'hui un programme d'investissement d'avenir, PIA, qui est en cours sur le quartier du Clos Saint-Lazare, juste à côté de ce lieu, et dans lequel la ville et Plein Commune initient la création notamment d'une boucle alimentaire locale, d'une ressourcerie, ou encore d'une filière de réemploi du béton, qui est un autre des axes travaillés par le Grand Paris circulaire. On peut noter qu'ici, il y a quelques mois, au mois de février dernier, le département de la Seine-Saint-Denis est venu d'ailleurs présenter le lancement de sa démarche de plan départemental alimentaire, et ils l'ont fait ici, au cœur de la ferme des possibles, signe que beaucoup de choses naissent sur le territoire de Stains, sur ces anciennes terres maraîchères, anciennes terres industrielles, et que la dynamique, elle est vraiment initiée chez l'ensemble des partenaires. On travaille aussi à recaliser des activités artisanales, industrielles ou agricoles, et on envisage aussi un développement urbain alternatif qui est pour nous porteur davantage de bien-être pour l'ensemble des habitants.
Le partenariat entre la ville et les acteurs de l'ESS se matérialise également par la création d'un pôle dédié à l'économie sociale et solidaire, à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'ici, au Clos Saint-Lazare, un pôle ESS grâce auquel les acteurs historiques du territoire vont être en capacité de développer encore plus leurs activités. On peut penser notamment à l'association Les Rayons, très connue sur le territoire de Stein, mais aussi de Plaine Commune, qui travaille notamment sur la question de la cyclo-logistique et bien évidemment sur les questions de l'emploi. On le sait, à l'échelle de l'Île-de-France, l'ESS, ça représente à peu près 10% de l'emploi et les enjeux sont majeurs. Quand on sait que les rayons, c'est 98% d'emploi local, ici, à la ferme des possibles, il y a aussi une volonté de développer de l'emploi local. C'est un enjeu qui est très très fort pour nos territoires. Mais au-delà de ce pôle ESS, la ville, elle est très fière d'accueillir sur son territoire tout un écosystème d'acteurs et d'activités dédiées à l'économie circulaire. On ne représente plus Novaedia, qui, d'ailleurs, sur un des autres axes du Grand Paris circulaire, sur la partie filière BTP, recyclage, vous avez visité le bâtiment Résilience, qui a été récompensé, qui a reçu un trophée bâtiment circulaire 2021, notamment dans la catégorie bâtiment tertiaire et construction neuve. On a aussi l'association Les Rayons, je vous l'ai présenté. On a la chance d'avoir parmi nous un représentant des alchimistes, mais également la société Moulineau qui travaille sur la question de la valorisation alimentaire des déchets, enfin des déchets alimentaires plus exactement, des habitants et des professionnels du territoire, avec une spécificité dont on est très très fier et qu'on travaille avec les alchimistes, une collecte hippomobile qui se déroule sur tout le quartier du Clos Saint-Lazare et qui permet d'aller collecter en porte-à-porte les déchets alimentaires via Keter, notre cheval fétiche. Ça va bientôt devenir notre mascotte. Et nous, notre enjeu, les alchimistes le savent bien, c'est que Keter vienne dormir sur Stein bientôt. Aujourd'hui, il est à la ferme de Galie, mais c'est pas grave, il est heureux aussi. On passe à côté, les enfants le voient tous les jours, donc c'est le plus important. On a aussi l'ACI de revalorisation d'initiatives solidaires qui travaille notamment sur des créations originales issues du bois, du métal récupéré et dont nous avons inauguré les locaux en mai 2022 et l'ACI Rebelle qui lutte contre le gaspillage alimentaire en créant des emplois en insertion dans le domaine de la transformation alimentaire installés à Stein depuis juin 2022 et je vous invite à goûter leur confiture si ce n'est pas déjà fait. Tout à l'heure, Mohamed en a très très bien parlé, n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, la ville soutient donc ces acteurs de l'économie circulaire et solidaire dont les activités bénéficient au territoire et participe à la transition écologique locale. Elle le fait notamment en impulsant des coopérations entre ces acteurs et la collectivité, que ce soit dans le cadre des projets de renouvellement urbain, j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, des appels à projets, des événements comme la foire des savoir-faire organisée chaque année en partenariat avec Plaine Commune ou encore en portant une démarche d'écologie industrielle et territoriale, un volet de l'économie circulaire, de façon à aider les structures à optimiser les flux de matière et à développer des synergies entre elles. Voilà. En somme, je pense que ce matin, on va évoquer beaucoup de sujets liés à l'alimentation. On pourra même parler de la restauration collective ici à Stein, puisqu'on est là pour parler aussi alimentation ce matin et circuit court. Et donc, on a une restauration collective. On a la chance d'avoir un outil de production ici à Stein, qui est la cuisine centrale du Sivom, qui est à cheval entre Pierrefitte et Stein, sur lequel on travaille sur de nombreux axes pour à la fois réduire notre impact en termes de gâchis alimentaire, travailler aussi sur plus de bio dans les cantines, puisqu'on travaille à la fois sur la production de repas pour les cantines, mais aussi en portage alimentaire, notamment pour nos seniors. Donc c'est un vrai objectif que l'on s'est fixé. Notre objectif à la fin du mandat, c'est d'atteindre 50% de bio dans notre production locale. Aujourd'hui, on développe chaque année cette production et notamment en lien avec les partenaires comme la Ferme des Possibles et bien d'autres. Donc vraiment ravi de vous accueillir ce matin. Je vais laisser la parole à Djeneba pour parler plus dans le détail de l'axe qui nous amène ce matin ici à la Ferme des Possibles et au plaisir d'échanger avec vous tout au long de cette matinée. Merci. Bonjour
marche? Bon, OK. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, remercier le maire de Stains, M. Azzedine Taïbi, et son représentant, le maire adjoint Mathieu Defrel. Tout ce que vous avez dit nous parle, effectivement. Je vous remercie de votre accueil pour la métropole. Excusez, monsieur... C'est bon? Excusez, M. Xavier Lemoine, vice-président de la métropole délégué à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, qui nous invite ce matin, qui n'a pas pu être là, qui a été empêché. Dire bonjour au maire de Gennevilliers, aussi conseiller métropolitain, cher Patrice, qui fait aussi beaucoup de choses sur l'alimentation. Alors, moi, je vais vous parler d'abord de la stratégie économie circulaire et solidaire avec un focus sur l'alimentation. Lors de la rencontre d'aujourd'hui, on voudrait vous présenter notre stratégie économie circulaire et solidaire de la métropole, qui se décline en 5 orientations, dont 3 concernent des filières locales à développer en priorité. L'alimentation locale y figure comme une filière à renforcer, ce qui est un constat qu'on a fait avec les équipes et avec toutes les structures de l'alimentation. Ce sera essentiellement une question qu'on travaille actuellement avec les équipes. L'orientation numéro 4 de la stratégie sur le renforcement d'une filière alimentaire locale et la valorisation des biodéchets prévoit le soutien à une offre alimentaire durable de proximité. On accompagne les communes et les territoires dans le développement de projets d'agriculture urbaine et cette action est portée par aussi ma direction, environnement de la métropole. On favorise le sourcing des producteurs locaux, notamment en lien avec le programme Achat circulaire et solidaire coporté par la métropole. L'accompagnement des collectivités et des communes de la métropole dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, dans la restauration collective publique. Et on a vu un exemple ce matin qui était très intéressant avec tout ce qui nous a été présenté. En sensibilisant aussi et la formation des agents sur la limitation du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires et les restaurants des agents. Action future à coporter par le service de M. Lemoine et mes services. L'appui dans la mise en place du tri, de la collecte et de la valorisation des biodéchets. La création de boucles alimentaires locales en évaluant les volumes et qualifiant les surplus alimentaires générés lors des phases de transformation. En identifiant les filières de transformation à développer en appuyant la structuration économique de ces filières. Ces différents axes sont travaillés de manière conjointe entre mes équipes et les équipes de M. Lemoine et qui sera engagé dans la démarche d'élaboration de notre plan alimentaire métropolitain qui sera engagé par la délibération du Conseil métropolitain de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 21 octobre. Je vais maintenant vous présenter mes actions, enfin les actions de la métropole en matière de restauration collective et de la démarche d'élaboration du plan alimentaire métropolitain. On a fait d'abord beaucoup de réunions avec les acteurs et le constat est le suivant. Faible autonomie alimentaire sur le territoire, hausse de la précarité alimentaire, on l'a tous vu, accélérée par la crise de la Covid-19, fort besoin d'accompagnement, et ça nous a été dit et redit, des communes et des syndicats de restauration collective dans le cadre des différentes lois qui ont été, qui sont sorties, que ce soit la loi Egalim, la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. On a commencé à mettre des actions en place. On a d'abord on a lancé un appel à projet restauration collective bio et locale en partenariat avec le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France en avril 2022 pour accompagner au changement de pratique dans la restauration collective métropolitaine et dans le but d'augmenter la part de produits durables et de qualité dans la restauration collective. Aussi, soutenir la structuration de filières durables et territorialisées, c'est ça qui est sorti dans nos différentes réunions. Les lauréats à l'appel à projet seront annoncés au Conseil métropolitain du 21 octobre 2022 et seront accompagnés pendant toute une année sur plusieurs problématiques.
Alors, il y aura la formation du personnel en cuisine, ce qui est beaucoup demandé, la lutte contre le gaspillage, qui est l'évidence aujourd'hui, la rédaction de marchés publics et le sourcing de producteurs bio et locaux et la sensibilisation. On a aussi mis en place, on a lancé un groupe technique de restauration collective à destination de l'ensemble des agents et des élus des communes et territoires de la métropole, afin de faciliter le partage d'expériences qui est très important, parce que quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais les uns et les autres ne le savent pas forcément. Il y a des communes qui sont en avance et des communes qui cherchent à connaître tout ce qui existe sur ce sujet-là. Et favoriser aussi l'apprentissage collectif et du coup la création de synergies. On a fait un atelier à Neuilly-sur-Marne le 20 septembre dernier sur la thématique du réemploi et de la sortie des plastiques, et il y avait beaucoup de monde. Et effectivement, ça nous a montré que ce groupe de travail est nécessaire aujourd'hui. On a aussi lancé un diagnostic de la restauration collective métropolitaine. On l'a lancé entre avril et ça va se terminer à la fin de ce mois, dans le cadre de la chaire agriculture urbaine d'AgroParisTech, pour identifier les besoins du territoire et préfigurer le volet restauration collective de notre plan alimentaire, dont la démarche d'élaboration sera engagée par délibération du Conseil métropolitain du 21 octobre. Donc, quoi vous dire? Vous rappelez d'abord nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'accompagner de la métropole, parce que si on voulait, on allait dire on va lancer un plan métropolitain alimentaire tout seul. Pour nous, ça ne nous semblait pas bien. Il y a des plans qui existaient, il y a des communes ou des territoires qui sont en avance. Le but, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble et d'essayer d'avancer ensemble pour avoir un plan partagé par tous. Donc, nos objectifs sont d'accompagner les communes et territoires dans leurs projets agricoles alimentaires et de restauration collective durable à travers un programme d'action ambitieux. On a le but aussi, on a commencé à mobiliser l'ensemble des acteurs de l'écosystème alimentaire métropolitain pour définir évidemment une vision stratégique commune et partagée de notre alimentation et de nos modes de production. Et on y rajoute aussi effectivement tout ce qui est logistique et tout ce qui est consommation de l'amont à l'aval. Alors, le calendrier pour le plan alimentaire. Donc, octobre-décembre 2022, on est dans les analyses territorialisées des enjeux agricoles et alimentaires et des dynamiques locales en matière d'alimentation. Et de janvier à juillet 2023, on commencera à mettre en place les ateliers de mobilisation et de concertation, quoi qu'on le fait déjà, mais on va continuer avec les collectivités et les acteurs du système alimentaire métropolitain. De juillet à octobre 2023, on va commencer la rédaction de la stratégie et la formalisation du programme d'action suite à tous ces ateliers et les concertations avec tous les acteurs et actrices de l'écosystème alimentation. De novembre à décembre 2023, on va sur la validation de la stratégie, du programme d'action et de la méthodologie d'évaluation et du suivi du plan alimentaire métropolitain par les instances de la métropole. Et je suis heureuse d'être là ce matin, comme dans les autres ateliers, pour écouter et avoir les expériences des uns et des autres, des structures présentes. Merci. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Je suis aussi assez content d'être venu à Stains et je voudrais, avant de commencer, dire toute ma solidarité à l'équipe municipale qui subit quelques assauts fascistes ces derniers temps, qui ne sont pas compatibles avec le développement durable, ni humain, ni solidaire. Et à ce titre-là, je voulais vous apporter aussi la solidarité de Gennevilliers. Gennevilliers est une ville qui ressemble à Stains d'ailleurs, avec un peu plus de ressources financières, c'est l'atout que l'on a par rapport à vous, mais la population est aussi une population modeste, une population courageuse et une population
qui n'a que son travail pour vivre comme ressource. Et c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé d'intervenir pour essayer de comprendre pourquoi nous travaillons sur un projet alimentaire territorial. Dans une ville où on a aussi une origine de maraîchage, mais qui a assez rapidement disparu pour devenir une terre industrielle. Et l'ensemble de nos terres sont polluées. D'ailleurs, même le maraîchage a certainement été une des raisons de la pollution, puisqu'on inondait Gennevilliers des égouts de Paris. D'où l'espèce de poireau qui s'appelle le poireau de Gennevilliers, qui est un gros poireau. Mais je pense que ce qu'on nous déversait des égouts de Paris, il devait y avoir beaucoup de merde des habitants, mais il devait y avoir aussi du plomb et des tas de choses qui, autant que l'industrie, ont pollué nos terres. Et ensuite, on est devenu une terre plutôt industrielle et donc peu de place maintenant pour travailler à l'agriculture urbaine massive pour nourrir les populations. Ceci dit, on s'est engagé dans ce projet d'alimentation territoriale pour des raisons, comme partout, je dirais, pour des raisons environnementales. Il faut travailler à produire autrement, à consommer autrement, pour des raisons humaines, puisque dans une ville où il y a encore 27% de taux de pauvreté à Gennevilliers, la question de l'accès et l'accessibilité à la qualité de la nourriture est pour nous une question importante, sachant qu'on rentre aussi dans des contradictions. On ne peut pas se dire qu'on va faire de l'agriculture durable et équitable en travaillant que sur les prix bas, parce qu'il faut que le travail des agriculteurs soit aussi rémunéré et rémunérateur si on le veut que cela dure. Donc on rentre dans des champs de contradiction extrêmement importants. Mais pour nous, c'est un enjeu politique fort, y compris pour des populations précaires qui peuvent être encore plus sensibles aux maladies cardiovasculaires, à la malbouffe. Et donc travailler sur ce plan alimentaire territorial est important. Et puis l'impact environnemental de notre alimentation, arrêter de faire vivre celles et ceux qui polluent les terres pour plutôt faire vivre celles et ceux qui ont un mode d'agriculture durable et respectueux de l'environnement et des êtres humains. Nous avons fait aussi le constat que nous avons à peu près 31% de gaspillage alimentaire à partir de notre restauration collective, qui est une restauration collective faite par un syndicat intercommunal, le CIREC. On a travaillé avec 4 collectivités locales pour créer une structure collective. Et donc avec cette structure intercommunale, nous travaillons aussi à réduire le gaspillage, à améliorer le fait d'avoir des produits de proximité. Bon, par exemple, on utilise les yaourts produits à Argenteuil, mais on peut avoir d'autres productions beaucoup plus proches aussi pour éviter d'avoir un éloignement entre les producteurs et les consommateurs. Nous y sommes poussés, des fois les lois sont bonnes, elles ont des impacts économiques importants aussi, mais pour cette restauration collective, il faut passer des bacs en plastique aux bacs en inox ou en verre, ce qui a un surcoût de 2 millions d'euros par exemple pour le syndicat intercommunal, mais qui nous pousse à réfléchir aussi à développer de nouvelles structures industrielles pour répondre à cet enjeu. Et puis nous avons un enjeu important de sensibilisation aux enjeux alimentaires qui sont déjà en place sur la ville, mais comment on mange de façon équilibrée, comment on décrypte ce qui est contenu dans les étiquettes, comment on fabrique plutôt sa nourriture plutôt que d'acheter des plats tout cuisinés, la question aussi de l'hygiène bucco-dentaire. Et puis l'enjeu majeur pour moi, c'est aussi de préserver les terres agricoles, puisque je vous décrivais Gennevilliers, ce n'est pas à Gennevilliers qu'on va produire, mais c'est comment on fait en sorte que les terres agricoles qui entourent la métropole du Grand Paris resservent à nouveau, parce qu'elles ont servi, il fut un temps, resservent à nouveau à nourrir les habitants de la métropole du Grand Paris. C'est Martine Aubry qui disait, dans une conférence auquel j'ai assisté à Agrocité qu'on accueille à Gennevilliers, que 150... C'est Christine Aubry ? Pardon, oui. À chaque fois je le fais. Donc Christine Aubry, rien à voir avec Martine, merci, qui décrivait qu'on produit 150% des besoins de l'Île-de-France en blé en Île-de-France. On n'en consomme que 30%, déjà, première aberration. C'est-à-dire qu'on pourrait déjà consommer le blé qu'on produit. Et puis la surproduction, on pourrait peut-être la transformer en zone de maraîchage, qui permettrait aussi de nourrir beaucoup mieux les habitants autour de nous. C'est certainement un des enjeux des plans d'action territoriaux d'alimentation qu'il nous faudrait avoir.
Alors après, on est la seule ville des Hauts-de-Seine à être reconnue comme projet alimentaire territorial. Je crois qu'on est la seule parce qu'on est la seule à avoir postulé, donc ça aide pour gagner. Mais non, c'est vrai, des fois on gagne des concours, mais c'est facile. Ceci dit, pourquoi on a postulé et cherché à être reconnu? D'abord parce que ça nous pousse. En fait, le fait d'être reconnu, on se dit faut tenir maintenant, parce que sinon c'est la honte si on ne tient pas notre engagement. Ça nous permet aussi de mieux coordonner et consolider notre stratégie en matière d'alimentation durable sur la mandature jusqu'en 2026 et après avec les partenaires que l'on peut avoir. Ça renforce notre visibilité, ça peut être aussi un moyen pour attirer l'attention aussi des habitants sur ce que l'on est en train de faire, et que le fait que ce soit reconnu par l'extérieur aide aussi à porter cette attention. Et puis, ne le cachons pas, ça nous aide aussi à avoir des cofinancements, puisque nous avons obtenu une enveloppe de cofinancement de 200 000 euros, qui peut servir pour les projets de la ville, mais aussi pour les projets de nos partenaires. Ces subventions, je viens de le lire. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait dans ce projet alimentaire territorial? Il faut que je relève ma main, merci. Donc on est à la fois dans une phase d'émergence, mais aussi dans une phase opérationnelle de cette mise en place, autour de 4 axes stratégiques. Le premier axe stratégique concerne la justice alimentaire sociale, la santé alimentaire, à travers la création de nouveaux points d'approvisionnement en alimentation durable sur Gennevilliers. Avec mon épouse, on a créé les 4 AMAP qui déjà vivent sur Gennevilliers, plus la boutique associative bio, puisqu'on n'avait pas de magasin bio à Gennevilliers. On va en avoir un là qui va ouvrir, Naturalia. Mais on a créé une boutique associative bio dans le quartier en rue, avec des collaborations, par exemple avec le collectif des Percherons, enfin plein d'acteurs comme ça. Ça met en réseau entre 200 et 300 personnes de la ville quand même. Dans une ville populaire, c'est pas si mal. Et puis sur les AMAP, notre lien avec l'agriculteur fait qu'on a créé les AMAP dans les autres villes d'à côté et à Gennevilliers, parce qu'on a contribué à les créer à Courbevoie, Colombes, Noisy, peu importe, une ville en Seine-Saint-Denis, et avec des populations qui avaient un peu plus de moyens. Donc avec l'agriculteur, on s'est arrangé pour que les prix des paniers soient un peu plus forts dans ces villes-là et un peu moins forts dans nos villes, y compris avec la création d'un demi-panier pour permettre aux personnes avec moins de ressources de bénéficier quand même d'une qualité, et puis de bénéficier pas simplement de la qualité de nourriture, de bénéficier du réseau social que créent les AMAP aussi, et la dynamique sociale et associative autour du développement durable et de la qualité de la nourriture. Ça, c'est un des enjeux. Donc, on a déjà un beau réseau qui existe. Et là, on veut le travailler avec un projet un peu phare, le VRAC. Donc, l'objectif, c'est de le démarrer à la fin de cette année jusqu'au début 2023, en fonction de nos retards, pour favoriser le développement de groupements d'achat dans les quartiers politiques de la ville. Un projet orienté vers l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité issus de l'agriculture paysanne, biologique et équitable. C'est vraiment un enjeu pour nous d'essayer de faire cela, parce que souvent c'est la limite financière est aussi un obstacle pour l'accès des populations les plus précarisées à une qualité de nourriture. Alors on peut avoir des débats d'ailleurs sur comment on se nourrit. On peut des fois se nourrir un peu moins, acheter moins de plats cuisinés qui coûtent cher et cuisiner. Mais bon, c'est pas évident toujours dans les cultures que l'on peut avoir. Et donc c'est un travail en lien avec le VRAC que nous devons mener. Le deuxième axe, c'est la préservation de l'environnement à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective et sur les marchés forains, en orientant les invendus vers des structures d'aide alimentaire pour construire davantage et puis construire aussi une ville comestible, puisque avec la Société du Grand Paris, par exemple, on a obtenu un dédommagement de la destruction d'arbres pour faire la gare, à ce que l'on nous finance la construction de vergers, enfin la plantation plutôt que de la construction, la plantation de vergers entre les bâtiments dans le quartier des Agnettes pour permettre. Et puis on travaille aussi avec le service environnement de la ville à planter des arbres, de plus en plus d'arbres qui permettent d'avoir des fruits et donc de travailler sur la ville comestible de la même façon que nous multiplions les jardins partagés. On en a plus de 2 par quartier. Quand je dis 2 par quartier, je dois être en dessous, c'est sûr. Et que c'est quelque chose qui se développe assez bien dans la ville, qui permet à la fois de travailler du lien social, mais aussi de travailler un lien alimentaire dans la ville.
Troisième axe, sensibiliser aux enjeux alimentaires en formant nos agents à ces enjeux-là, ainsi que la population, avec un travail notamment en direction de l'enfance, ce qui permet, c'est assez classique dans tous les domaines, de le faire, par un accompagnement aussi de l'ANECJ, excusez-moi pour les sigles un peu compliqués, à partir de maintenant et pendant 2 ans, pour structurer et accompagner notre stratégie de sensibilisation aux enjeux alimentaires, avoir un diagnostic et travailler aussi une consultation citoyenne pour savoir quelles sont les pratiques, quels sont les besoins, parce que si on veut changer des pratiques, il faut les connaître, et puis acculturer sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Enfin, dernier axe, c'est le maintien et le développement de l'agriculture française, dont francilienne, dont je parlais tout à l'heure, avec la mise en place d'un projet agricole nourricier pour atteindre 50% d'alimentation durable, dont 30% éco-serre en cuisine. Et en fait, on a un projet territorial sur Argenteuil qui est mené avec une responsable de la mission d'alimentation durable et puis écologie, enfin plein de missions autour de ces questions-là à l'échelle du territoire. Sur Argenteuil, il y a plus de 40 hectares de terres agricoles qu'on peut, et avec l'accord du maire d'Argenteuil, remettre en service, je dirais, dans ce contexte. Ça ne suffira pas pour l'ensemble du territoire et ça ne suffira certainement pas pour Gennevilliers. Donc sur Gennevilliers, nous travaillons sur l'idée de lancer une exploitation agricole sur des terres agricoles d'Île-de-France. Donc on va explorer dans le Val d'Oise, dans l'Oise. Enfin, il ne faut pas que ce soit loin de Gennevilliers. S'il y a des terres à reconvertir pour soit sous 2 modèles, soit faire une ferme municipale en régie municipale, soit passer un accord avec une coopérative agricole de bio pour transformer et pouvoir produire sur un circuit court à proximité, alimentant prioritairement la restauration collective, 2000 repas en moyenne, avec les crèches et le portage à domicile de notre syndicat, plus le self municipal, pouvoir alimenter dans un premier temps aussi les marchés forains, les AMAP, et puis le vrac que je citais tout à l'heure dans les quartiers populaires. C'est-à-dire dans un premier temps, on n'est pas sur l'idée de tout résoudre comme problème, mais au moins de s'attaquer à cela. On aurait besoin d'une superficie entre 5 et 10 hectares. Cette exploitation nous permettrait aussi de travailler à des productions locales de qualité et de créer aussi un lieu, un peu comme ici d'ailleurs, nous sera certainement un peu plus éloigné, de sensibilisation de la fourche à la fourchette, au monde agricole et à ses métiers, et de faire aussi que ce soit un lieu d'insertion certainement plus importante. Les prochaines étapes pour nous sont, et j'en finis avec cela, la définition des besoins de la restauration collective, des marchés forains, pour bien qualifier le dimensionnement de la ferme ou des exploitations agricoles avec lesquelles nous nous associerons, et le travail sur l'étude de faisabilité juridique et économique, en même temps que la prospective foncière, parce que ce n'est pas si simple de trouver des terres à reconvertir. Il faut passer par la SAFER, par la Chambre agricole pour les convaincre que passer au bio, ce n'est pas un drame, et parfois avec les syndicats d'agriculteurs. Donc, et en même temps, on a de beaux partenariats avec forcément le territoire, le CIREC que j'ai nommé, FODELS, les cantines responsables, les ANAP, la Gennevilloise, Vergers urbains qui sont déjà installés à Gennevilliers sur les terres de l'Agrocité, AgroParisTech Innovation, entre autres. Et puis la préfecture des Hauts-de-Seine nous soutient pas mal. Et donc, quand l'État nous aide, c'est pas mal. Des fois, on n'est pas toujours obligé de dire du mal. Merci. Un grand merci, monsieur le maire, messieurs les maires. Stéphanie Morisset, métropole du Grand Paris. Je suis responsable de l'équipe économie circulaire et solidaire. Quel plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous dire 2 mots des solutions métropolitaines. Pour ça, j'aurais besoin, Mélanie, d'un petit retour écran, si possible. Non, c'est fait, vous inquiétez pas. C'est bon, merci beaucoup.
Donc, on organise cet événement, le Grand Paris Circulaire, avec ma collègue Annabelle, que j'invite à venir me rejoindre sur scène, puisqu'on a parlé d'initiatives de Stein et de Gennevilliers, mais il y a beaucoup de solutions sur le territoire. On a la chance en plus d'en avoir avec nous aujourd'hui. Et on essaye de les mettre en avant, toutes les initiatives du territoire métropolitain, via un programme de sensibilisation qui est porté par Annabelle notamment, qui est composé de visites. Donc on va visiter des sites comme celui-ci aujourd'hui, des webinaires et des supports pédagogiques comme ceux que vous pouvez voir à l'écran. L'enjeu pour la métropole, c'est d'accompagner les communes et les territoires, donc c'est l'axe 2 de notre stratégie économie circulaire et solidaire, dans votre transition d'économie circulaire et solidaire, et de mettre en avant les acteurs du territoire. Donc lundi, par exemple, sur l'enjeu autonomie alimentaire en Ile-de-France qu'évoquait Madame Keita, lundi, on a eu le plaisir de recevoir Champercher dans le cadre du Grand Paris Circulaire. Certains d'entre vous étaient auprès de Monsieur Dechy, maire de Romainville, qui a fait le plaisir de nous accueillir sur sa ville. Et on écoutait Champercher nous présenter son initiative. Donc Annabelle, je te laisse en dire 2 mots. C'est bon, ouais, vous m'entendez très bien. Donc bonjour à toutes et tous. Je vais vous retranscrire en quelques mots Champercher, et puis surtout je vous inviterai, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, à consulter leur présentation, puisque toutes les présentations du Grand Paris Circulaire seront sur le site Grand Paris Circulaire 2022. Donc Champercher, c'est une entreprise qui est agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est une entreprise qui propose des projets d'agriculture urbaine et souterraine. Donc dans ce cadre-là, ils vont produire des herbes aromatiques, des fruits, des légumes. Un des projets qu'ils ont développé à Paris, c'est dans un parking souterrain qu'ils ont réhabilité d'une superficie de 1200 m² et qu'ils ont transformé donc en véritable ferme d'agriculture urbaine. Donc ils cherchent vraiment à s'implanter auprès de la restauration commerciale et collective, donc en milieu urbain. Et dans ce cadre, tout projet de collectivité qui chercherait à réhabiliter un lieu d'une superficie quand même assez importante pourrait les contacter s'ils le souhaitent. Ils ont une volonté vraiment de créer de l'emploi local, de l'agriculture du coup locale, et en même temps de réhabiliter des lieux qui n'auraient plus d'utilité. Voilà. Et donc pour le contact, tout est sur Grand Paris Circulaire 2022. gpc2022.fr. Merci beaucoup Annabelle. On a également, Madame Keita le mentionnait, des enjeux de valorisation locale des biodéchets. Et on a la chance d'avoir les alchimistes avec nous aujourd'hui, donc on en profite pour inviter Arthur à se joindre à nous. Ça devrait fonctionner, vas-y. Allô ? Ça fonctionne ? Donc Arthur, dites-nous quelques mots des alchimistes. Vous êtes au bout de la rue, vous êtes à l'île Saint-Denis, sur le territoire de Mohamed Niamali, dites-nous en plus. Donc nous, les alchimistes, on est aussi une entreprise avec l'agrément ESUS. Et notre métier, c'est la collecte et le compostage des déchets alimentaires. Donc tous les types de déchets alimentaires, y compris la viande, le poisson, les os de poulet, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais nous, on se décrit plutôt comme fabricant de matière organique. Donc on fait du compost, et ce compost, on le remet dans le sol. Et c'est ça vraiment notre métier, c'est de remettre de la matière organique dans le sol, qui manque cruellement. Et en plus, c'est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est ça notre métier. Ensuite, pour la raison pour laquelle je suis là, c'est que les alchimistes, ça a été créé en 2016 à l'île Saint-Denis. Donc tout à l'heure, il y avait Mohamed qui était là, et on a un gros projet avec Alage à l'île Saint-Denis, où là, pour le coup, la boucle de la matière organique, elle est parfaitement respectée. Où à l'île Saint-Denis, on collecte les écoles municipales, donc ça produit une quantité quand même importante de déchets alimentaires. Sur l'île Saint-Denis, on transforme ces déchets-là en compost, et sur l'île Saint-Denis, avec Alage, on remet le compost dans les sols pour faire des fleurs, et les fleurs vont être utilisées, ça c'est l'expression de Mohamed, pour marier les gens à l'île Saint-Denis. Donc quand même, la boucle, elle est assez cool, et on a à peu près la même ici à Stein. Donc merci de nous avoir accueillis à Stein déjà. Au Clos Saint-Lazare, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment à quelques centaines de mètres. On a, depuis 2020, exactement le 16 septembre, on a une plateforme de compostage qui est là-bas. Donc c'est des plateformes industrielles, hein, ce n'est pas les composteurs que vous pouvez voir en pied d'immeuble, etc. C'est vraiment des machines qui transforment la matière. Donc on a cette plateforme au cœur du quartier, enfin à proximité immédiate.
il y a le quartier, 10 000 habitants à peu près, et il y a plein de fermes urbaines, notamment celle-ci, et malheureusement aussi la ferme de Galie, chez qui on a mis les chevals. Peut-être qu'on le mettra ici le jour où on collectera les déchets, justement. Non, c'est pas vrai. Et en fait, tout ça fait qu'on collecte les déchets des habitants à cheval. Ça a un énorme, on va dire, ça a une importance d'un point de vue communication, puisqu'on n'est pas un camion type Veolia que tout le monde voit et veut fuir. Et au-delà de ça, ça apporte une certaine, on va dire, ça apaise un peu le quartier pendant que le cheval est là. Et donc nous, on ramasse ces déchets au Clos Saint-Lazare, on les transforme au Clos Saint-Lazare. Et malheureusement, pour l'instant, le compost, on n'arrive pas à l'écouler, malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de fermes urbaines ici. Mais ça ne saurait tarder. Ouais. C'est bon. J'ai vu Claire tout à l'heure, je lui en ai touché 2 mots aussi. Et donc voilà, donc la boucle alimentaire, là, elle est assez sympa. Il y a plein de fermes urbaines, donc on pourra remettre la matière organique dans le sol. Et au-delà de ça, on est donc entreprise de l'ESS, on a aussi un volet social. Et donc on recrute des gens en parcours d'insertion. Et notamment Joris qui travaille avec nous à Stein. Donc on collecte les déchets à cheval. Il y a quelqu'un qui pilote le cheval, Alexandrine Lacochère. Et il y a quelqu'un derrière qui est Reaper qui échange les bacs, qui prend le bac plein et met le bac vide à la place. Et cette personne provient de la régie de quartier de Stein, donc en fin de parcours d'insertion, etc. Et donc ça, c'est vraiment, on est très content de ce projet. Superbe, merci beaucoup. De rien. On est ravis d'avoir eu cette opportunité d'avoir les alchimistes on the go. On a aussi, monsieur le maire de Gennevilliers le mentionnait, des enjeux de gaspillage alimentaire à Gennevilliers, mais sur toute la métropole. Et sur le territoire, on a des solutions qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. On a City Tree, qui a produit une solution qui s'appelle Game of Tree. Toute ressemblance avec une série Netflix serait purement fortuite, qui est d'ailleurs portée par Michel Gary, par ailleurs élu de Rueil-Malmaison, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles. On a également Pic Environnement, que certains d'entre vous connaissent, qui est en mesure aussi de vous accompagner sur la réduction de vos déchets alimentaires en cantine ou en restauration collective d'entreprise. On a toujours sur les enjeux de restauration collective des enjeux réglementaires sur le plastique. Et donc, dans le cadre du programme de sensibilisation porté par la métropole, Djeneba Keïta a mentionné le groupe de travail porté par la direction environnement et la direction économie circulaire de la métropole, avec une visite d'usage. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas pu rejoindre la visite parce que ça a été très demandé et on est désolé de ne pas avoir pu accueillir tout le monde, Annabelle va vous présenter Usage en quelques mots. Usage, c'est une entreprise donc de l'ESS, entreprise donc qui a l'agrément ESUS également, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc c'est une entreprise qui emploie des personnes en insertion. Son activité en fait consiste à accompagner au réemploi des contenants alimentaires, donc la restauration commerciale et la restauration collective. Pour ce faire, en fait, il dispose d'un outil qui est mutualisé. Donc, c'est un centre de lavage, donc avec une capacité industrielle qui est basé en Île-de-France à Neuilly-sur-Marne. Et donc, la vision d'usage, c'est de mailler le territoire au niveau national avec des centres de lavage dans le cadre du contexte réglementaire qui dit qu'en 2025, on ne peut plus utiliser de contenants en plastique pour la réchauffe. Donc, ça concerne potentiellement les collectivités sur la restauration scolaire, mais sur le portage à domicile également. Donc, Usage propose une solution dans ce cadre-là. Et donc au niveau national, ils sont également déployés à Avignon. Ils ont déployé aussi un autre centre de lavage. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle. Peut-être un petit complément sur Usage. Pardon Stéphanie, j'étais juste en train de penser à ça. On a réalisé une vidéo aussi sur Usage l'année dernière. Elle est disponible sur YouTube, sur notre chaîne du programme achat circulaire et solidaire. Donc on vous invite à la consulter. On la mettra évidemment en ressources sur le site Grand Paris Circulaire 2022 pour avoir un peu plus de compléments que ce que je viens de vous dire en 1 minute. Bien sûr. Et
toutes les présentations, les infographies, tous les matériels qui vous sont présentés sont disponibles en téléchargement à la fin via un petit QR code. Merci beaucoup Annabelle. On va compléter notre tour des solutions ESS et circulaires du territoire en accueillant sur scène l'équipe de Rebelle. Bienvenue Audrey, bienvenue Elodie. Ravie de vous accueillir sur votre ville. Oui, bonjour, du coup, Elodie. Moi, je suis en charge de la communication et de la recherche de financement pour Rebelle. Et Audrey, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis en charge de l'approvisionnement en fruits et légumes et je travaille aussi avec les salariés en insertion dans les cuisines. Donc, je suis aussi encadrante technique. Et donc, pour vous présenter Rebelle, c'est un projet qui a germé en 2014-2015 et qui s'est structuré en association en 2017, association portant un atelier chantier d'insertion. Donc, notre première mission, c'est d'accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi en Seine-Saint-Denis, en priorité un public féminin. Aujourd'hui, on a 20 personnes qui sont accompagnées vers l'emploi. Et pour ça, on propose comme support de travail la revalorisation des fruits et légumes issus du gaspillage alimentaire en confiture et chutney. Et on est resté pendant 4 ans à Aubervilliers et on a eu la volonté de grandir et de démultiplier notre impact. Et donc on a cherché des nouveaux locaux et on a trouvé à Stein et donc on a emménagé en mai dernier. Et dans notre volonté de grandir, donc on voudrait accompagner plus de personnes vers l'emploi, sauver plus de fruits et légumes et diversifier notre production anti-gaspi. Et donc on a la volonté de sauver surtout plus de légumes en les transformant pour en faire des soupes et des sauces. Voilà. Si tu veux raconter nos sources d'appro. Historiquement, je ne sais pas si je peux citer ou des magasins. Oui, bien sûr. Historiquement, on travaille avec Monoprix, donc on récupère dans beaucoup de... En fait, tous les jours, il y a des chauffeurs qui sont polyvalents, qui sont agents confituriers, mais aussi chauffeurs, qui partent en collecte tous les matins dans donc, des magasins. Donc, par exemple, on a pas mal de Monoprix, mais aussi dans d'autres endroits comme des entrepôts, des associations. On travaille avec les Restos du Cœur. On travaille aussi avec des producteurs et des maraîchers qui sont aux alentours et qui ont des besoins en période creuse de valoriser leur surplus de production sous forme de conserve. Et donc on récolte tous les jours ces fruits et voilà, on les traite dans la journée ou dans les jours qui suivent pour éviter le plus de pertes possible. Et d'ailleurs nos déchets vont directement chez Moulineau qui est notre voisin. Donc ce qu'on n'aura pas pu sauver parce que ça sera trop abîmé, donc ce qu'on imite, mais ça ira quand même chez nos voisins pour faire du compost ou du méthane. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à... Et pour finir, on voudrait vous faire un petit appel à participation. Vous voyez sur l'écran un petit QR code. On essaye de mettre en valeur toutes les initiatives d'économie circulaire et solidaire du territoire pour permettre aux communes et aux territoires de s'enrichir de toutes les belles initiatives qui sont présentes sur le territoire métropolitain. Donc on vous invite à scanner ce QR code. On va vous demander si vous avez des suggestions pour améliorer l'événement ou si vous avez des suggestions de sites à visiter, d'acteurs à mettre en avant. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de mettre en avant les alchimistes et Rebelle. Est-ce que vous avez sur votre territoire, que vous soyez collectivité ou pas, des initiatives qu'on pourrait mettre en avant dans un prochain webinaire, par exemple. Dans ce cas, vous pouvez aussi vous adresser directement à Annabelle sur une prochaine visite de site ou dans le prochain Grand Paris circulaire l'année dernière, puisque je pense que le format visite ayant été plébiscité, on sera amené à reproduire le format. Donc un grand merci à nos élus pour leur partage d'expérience et un grand merci à vous pour votre participation aujourd'hui. Un merci à nos intervenants.